Bienvenue à tous, bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce webinaire consacré à l'obligation de vigilance des organismes de sécurité privée. Je donne le titre, une responsabilité sociale, sociétale et légale. Alors nous sommes ici à l'invitation d'ICOCA, dont le siège est en Suisse, et hasard du calendrier, à la fin du mois, donc dans une quinzaine de jours, le Conseil fédéral suisse a fixé la date d'une votation qui sera consacrée aux entreprises responsables. C'est une initiative populaire qui a été émise en 2016 pour protéger l'être humain et l'environnement, je cite le thème de cette votation. Et puis, depuis 4 ans, elle a fait son chemin et on arrive à un référendum en Suisse, donc à quelques pas du siège d'ICOCA. Les Suisses vont devoir, pour la première fois, se décider et voter pour engager la responsabilité d'une entreprise à respecter les droits humains. Alors évidemment, c'est quelque chose qui fait écho aux entreprises de sécurité, puisque depuis de nombreuses années, certains réclament ce genre d'obligations, comme par exemple ICOCA. Donc je pense qu'on est vraiment au cœur aujourd'hui de l'actualité, qu'elle soit suisse, nationale en France, puisqu'une loi sur la sécurité intérieure est en discussion. Il y a aussi un livre blanc de la sécurité intérieure qui est en cours de rédaction. Et puis pour ceux qui ont suivi un petit peu l'actualité, des acteurs de la sécurité privée sur la région Rhône-Alpes ont commis un ouvrage qui s'appelle Contribution régionale au continuum de sécurité privée, avec des témoignages, et dont certains des panélistes du jour ont participé à la rédaction de cet ouvrage. Tout ça pour dire que nous sommes au cœur de l'actualité pour parler de la responsabilité des entreprises, et en particulier des entreprises de sécurité privée. Pour ce dialogue que nous allons avoir, cet échange avec des témoignages de terrain, nous avons évidemment Jamie Williamson, c'est lui qui est à l'initiative et qui nous reçoit. Jamie est le directeur exécutif de l'association ICOCA, que je pense que la plupart des gens qui sont aujourd'hui connaissent, mais on viendra dans le détail tout à l'heure, Jamie. ICOCA, qui est un code de conduite international qui s'inscrit exactement dans la démarche de la votation dont je parlais tout à l'heure, le fait d'engager la responsabilité des entreprises et les obliger à respecter les droits humains. Donc Jamie, merci en tout cas pour cette initiative et merci de faire le lien entre tous les panélistes et ceux qui les suivent. On va commencer par les femmes. Nous avons Alexandra Legal et Nathalie Féline, deux femmes, et ce n'est pas un hasard, vous allez comprendre pourquoi. Ce n'est pas une caution non plus, et vous verrez aussi pourquoi. Alexandra est aujourd'hui représentante régionale du club de sécurité des femmes de la sécurité, de la sûreté et du numérique. Elle nous expliquera la place des femmes dans l'entreprise. Elle est aussi ingénieure et membre d'une association, l'Agrépi, qui regroupe aussi les personnes qui travaillent dans la sécurité. Elle vous expliquera tout ça. Et Alexandra, elle est dans une grande entreprise française dont on ne parlera pas aujourd'hui puisque ce n'est pas avec cette sécurité, mais ce n'est pas l'objet. Mais en tout cas, elle a des responsabilités importantes au sein d'un grand groupe français. Donc les femmes ont leur place. Nous en avons une autre, c'est Nathalie Féline. Bonjour Nathalie. Nathalie est présidente d'une entreprise qui s'appelle Géomine, et elle vous expliquera ce qu'elle fait dans cette société. Elle est aussi à la commission de la sécurité, au GICAT, qui regroupe les entreprises de la sécurité et de la défense. Donc Nathalie a des responsabilités importantes et elle a tout un parcours qui est assez riche et qui doit donner aussi, qui peut être un bel exemple pour les femmes qui souhaitent s'engager dans ce métier. Ensuite, nous avons deux autres panélistes. Un est basé en France, à Lyon précisément, c'est David Ornus, qui est le directeur général et fondateur de la société CorpGuard, qui est une ESSD, comme on les appelle en France, entreprise de services de sécurité et de défense, CorpGuard, qui est basée à côté de Lyon. Et David est aussi au board de ICOCA, et il nous expliquera pourquoi lui, il a fait le pari des standards et des normes pour pouvoir rendre son entreprise compliance, et il nous expliquera ce que ça a apporté à son entreprise, ce que ça lui a coûté aussi, et quel est l'intérêt et pourquoi il a fait cette démarche. Voilà. Et puis le dernier panéliste, grâce à la magie d'Internet, nous sommes en lien avec lui, c'est Tanguy Ménager. Tanguy dirige la société Geos Nigeria. Au moment où il nous parle, Tanguy est à Lagos, au Nigeria. Il témoignera, lui, du terrain. Il est vraiment au plus près de ses clients, au plus près des actions de sécurité, puisque le pays dans lequel il travaille est en crise aujourd'hui. Il connaît des soubresauts sécuritaires. Il nous dira comment, lui, il travaille sur place, comment
Il dirige une filiale d'une grande entreprise française. Quels sont ses liens avec l'entreprise mère? Quels sont ses liens avec les autorités locales? Et la place de l'éthique et de la responsabilité dans les contrats qu'il honore au Nigeria. Donc voilà le tour, vous avez compris. Jami Ikoka, Alexandra, déléguée régionale du Club de sécurité pour les femmes dans la sécurité et la sûreté, Nathalie Féline, présidente de Géomine, David Ornus, président fondateur de CorpGuard et membre du board d'Ikoka, et Tanguy Ménager, directeur général de Géos Nigeria. On a à peu près tout le spectre de la sécurité privée au niveau local, régional et international. Est-ce que, Jami, on peut peut-être vous donner la parole tout de suite? Vous êtes l'organisateur, l'initiateur de ce webinaire consacré à la responsabilité sociale, sociétale et légale des entreprises de sécurité privée. Vous êtes citoyen britannique, sujet de la reine, parce que on n'est pas citoyen, voilà, sujet de la reine, mais vous habitez à Genève aujourd'hui, où est le siège d'Ikoka. Est-ce que vous pouvez nous donner déjà le souhait que vous avez eu, pourquoi vous avez organisé ce webinaire, quel est l'objectif, et puis peut-être nous expliquer en 2 mots ce que c'est que Ikoka et pourquoi ce webinaire s'inscrit aussi dans la stratégie d'Ikoka. Donc, Jami, go ahead. Thanks. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Et merci de parler en français. Ça fait toujours plaisir d'entendre un anglais parler français. C'est déjà une belle... On n'a pas encore commencé. L'accent va peut-être s'insérer dans le débat, mais bon, on va faire avec. C'est la première fois en longtemps que quelqu'un me dit que j'étais sujet de la reine. Donc, je ne sais pas si je devrais prendre ça comme un compliment ou plutôt comme une critique. Et avec le débat Brexit aussi, ça change un petit peu les données un petit peu pour tout élément britannique. Donc oui, je suis britannique, ici basé à Genève. Le directeur exécutif de l'ICOCA, l'association internationale qui a été créée en 2013, une association multipartite qui regroupe des gouvernements, dont 7 gouvernements, les compagnies de sécurité, les entreprises de sécurité privées, une centaine environ, qui se retrouvent un petit peu dans pas mal de différents contextes assez complexes, dont le Nigeria, le Sud-Soudan, l'Irak, pour juste en nommer certains, et des organisations de la société civile. Donc, on dit ça en anglais, des Civil Society Organizations. Et on a un pilier d'observateurs qui regroupe aussi des clients, des académiques, des individus qui travaillent sur des standards, etc. Donc, ensemble, l'association est, disons, le mécanisme de gouvernance pour la mise en œuvre d'un code de conduite international sur les droits de l'homme et le droit humanitaire qui s'applique aux opérations et aux activités des entreprises de sécurité privées. En particulier. Ce code de conduite a 10 ans, je crois qu'on fête cette année les 10 ans du code de conduite, c'est ça? C'est ça. Donc, il a été adopté, il a été signé en 2010 par environ 700 entreprises de sécurité. Et avec la création de l'association, le but était de traduire ces signatures en mise en œuvre effective avec un impact positif s'agissant de l'intégration de ces principes qu'on revoit qui sont contenus dans ce conduite internationale. On a tout un processus à travers le travail de l'association, un processus de certification, d'évaluation, que ce soit l'évaluation sur le système, que ce soit l'évaluation sur le respect des droits de l'homme, une possibilité de déposer des plaintes auprès des entreprises de sécurité qui sont membres de l'association. Et on a un réseau avec lequel on travaille avec nos membres sur les éléments de capacity building, sur l'entraînement, sur l'amélioration de certains éléments clés s'agissant de la mise en œuvre de la code de conduite. La code de conduite a été développée en 2010 suite aux incidents qu'on avait vus en particulier en Irak en 2007, 2008, 2009 qui impliquaient certaines compagnies plutôt militaires, moins sécurité. On peut citer par exemple Blackwater, entre autres, et éventuellement un témoignage de certains abus de droits de l'homme et de droits humanitaires dans ces contextes-là, dans des contextes très haut risque, des contextes de confirmés. Et donc, un document de Montreux a été développé, une sorte de document qui faisait un rappel à l'ordre à tous les États de leurs obligations préexistantes sous le droit international, s'agissant des comportements des acteurs privés, sécurité et ou militaires, dans des conflits armés. En même temps, dans cette période-là, il y avait le développement des principes directeurs de l'ONU relatifs aux entreprises et aux droits humains, il y a une dizaine d'années. Et donc, des principes qui regardaient vraiment la responsabilité des entreprises, moins les gouvernements en tant que tels, mais les entreprises, les donneurs d'ordre, je crois que c'est le terme qu'on donne en français, et donc ceux qui utiliseraient potentiellement des entreprises de sécurité dans certains contextes.
Et donc, ces deux éléments-là se rejoignent pour éventuellement donner l'initiative à l'association et au travail de l'association pour la mise en œuvre de ce code de conduite. Et ça fait maintenant 5-6 années que l'on travaille comme association ici à Genève. Juste une question, on est bien d'accord que vous en avez donc créé un label pour pouvoir encadrer les activités de ces entreprises, mettre en avant leurs responsabilités. Quel statut vous avez et pourquoi vous êtes à Genève? Ce n'est pas un hasard, Genève c'est un des deux sièges de l'ONU. Ce n'est pas un hasard si vous êtes à Genève. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi d'être ici et aujourd'hui, est-ce que ce label est contraignant? Comment il est regardé par les États? Donc le choix était vraiment un choix qui, je dirais pas qui était imposé, mais ça faisait un petit peu une réaction positive de la part de la Suisse en particulier, poussée pour le développement du document de Montreux au sein de Genève International. Et vraiment, la Suisse a démontré un petit peu le leadership, comme on dit en anglais, pour encadrer ce code de conduite et pour donner la possibilité d'avoir une association qui siégerait ici à Genève. On a un statut de haute organisation internationale qui a été reconnu par le Parlement fédéral ici en Suisse l'année dernière, et donc toutes les immunités et privilèges qui vont avec. Donc, un statut formel, on n'est pas une ONG, on est vu comme une autre organisation internationale avec tous les éléments qui vont avec. Donc, c'est vraiment grâce à la Suisse qu'on a réussi à développer l'association, d'avoir ce siège ici. Et puis le soutien d'un certain nombre d'États, dont le Royaume-Uni, les États-Unis, bien sûr parce qu'ils étaient très impliqués dans ce qu'on voyait en Irak, la Norvège, l'Australie, le Canada et la Suède, qui sont aussi membres de l'association. Donc tous ces pays-là ont pris l'initiative de vraiment essayer de développer et soutenir l'association depuis ces dernières années. D'accord. Eh bien, écoutez, merci. Donc, on comprend un petit peu pourquoi vous êtes à l'origine de ce webinaire. C'est vraiment pour qu'on réfléchisse à ces questions-là. Alors, je vais rentrer un peu dans le vif du sujet. Il y a un pays que vous n'avez pas cité, et pour cause, c'est la France. La France, aujourd'hui, n'a pas encore adhéré au code de conduite ICOCA. Elle reconnaît le document de Montreux, mais elle n'a pas adhéré. Alors, juste pour les étudiants qui nous suivent ou pour ceux qui veulent aller plus loin, on vous donnera des liens pour pour voir ce que c'est que ce document de Montreux, qui est vraiment la base aujourd'hui la base légale de la responsabilité éthique des entreprises, donc document de Montreux, très important. On y reviendra à la fin du webinaire. Donc, vous avez dit que la France n'en était pas adhérente. Néanmoins, il y a des entreprises françaises qui, elles, ont fait le pari d'adhérer au label ICOCA. Et on a aujourd'hui David Ornus, avec qui on va commencer. C'est le premier témoignage qui me paraît intéressant pour bien qu'on comprenne les enjeux. David Ornus, donc vous êtes le fondateur d'une société qui s'appelle Corpguard, qui est basée à Lyon. Et vous êtes une des rares entreprises françaises qui avait fait le pari d'ICOCA, et vous êtes même, j'allais dire, un des promoteurs de ce label, puisque maintenant vous faites partie du board d'ICOCA pour le Royaume-Uni, les entreprises privées de l'ouest de l'Europe, si j'ai bien compris. Donc vous en êtes convaincu. Est-ce que vous pouvez juste nous dire, en tant que chef d'entreprise, soyons très concrets, pourquoi vous avez fait le pari, j'allais dire, du label ICOCA? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que c'est des contraintes? Est-ce que ça vous rend peut-être moins par rapport à vos concurrents? Est-ce que c'est une contrainte ou pas, ou un avantage? Et pourquoi vous avez fait ce pari? Et pourquoi, au final, on y reviendra, vous décidez de vous investir dans la promotion du label ICOCA? Donc David Ornus, société Corpguard, basée à Lyon. Merci Jean-Baptiste. En fait, en 2010, effectivement, Jamil a rappelé, l'actualité des entreprises de sécurité privée ou des entreprises dites militaires privées à l'époque était un petit peu sulfureuse, avec un certain nombre d'entreprises qui, notamment en Irak, ont eu des petits soucis de respect des droits de l'homme, du droit humanitaire, et dont les comportements ont été largement abusifs et ont déclenché des procédures parfois criminelles à leur encontre. Donc, lorsque l'initiative ICOC, ce code de conduite, est apparu en 2010, pour moi, en termes de valeur humaine, ça a été évident qu'il fallait que mon entreprise adhère à cette logique pour promouvoir et prouver qu'une entreprise de sécurité privée ne fait pas n'importe quoi, ne peut pas faire n'importe quoi. Son dirigeant est pénalement responsable devant la loi, devant certaines lois internationales, et qu'il convient de le revendiquer et de prouver qu'on y adhère. Du coup, très vite, je me suis rendu à l'initiative de signature de ce document en 2010. J'ai eu à cette occasion l'extrême plaisir et parfois le privilège de rencontrer les grands leaders du marché de la sécurité privée, des grandes sociétés qui aujourd'hui sont les leaders mondiaux, de tisser bien sûr du coup un certain nombre de réseaux relationnels. Mais je ne suis pas allé à titre personnel, et c'est les discussions que j'ai avec les adhérents d'ICOCA aujourd'hui,
personne n'est venu pour chercher une relation de business privilégiée. Bien évidemment, les rapports humains font que l'on tisse des rapports et qu'on tisse du réseau qui peut être utilisé indirectement pour mener nos activités, mais de manière prioritaire, nous sommes venus tous affirmer et confirmer notre volonté de nous engager sur des normes et sur des respects des valeurs humaines qui sont édictés et dans le document de Montreux ou dans les principes des Nations Unies. Et il fallait que le secteur se régule moralement. Donc ça a été l'objectif d'ICOC, qui est devenu quelques années après ICOCA, une association, et je me suis rendu compte que les standards internationaux de bonne gouvernance étaient des marqueurs extrêmement importants et pour les collaborateurs ou pour les parties prenantes, c'est-à-dire nos consultants ou nos sous-traitants ou nos co-traitants, de façon à ce qu'on leur explique que même si le secteur de la sécurité a encore parfois un petit peu d'atmosphère sulfureuse autour, aujourd'hui, on ne fait pas n'importe quoi. Et le fait de revendiquer cette appartenance et cette gouvernance et de s'engager est extrêmement noble et contribue à un cercle vertueux. L'adhésion à ICOCA est donc devenue de facto quelque chose d'automatique, à tel point que je me suis rendu compte qu'effectivement, la France était un peu absente de cette initiative, alors que historiquement, nous sommes le pays des droits de l'homme et qu'on reproche trop souvent au secteur de la sécurité privée dans le monde d'être un petit peu phagocyté par le milieu anglo-saxon. Mais c'est bien beau de le dire et d'en faire un constat, mais charge à nous de nous impliquer et de nous bouger. Donc c'est pour ça que l'année dernière, il y avait un poste à pourvoir au bureau exécutif de ICOCA et que j'ai décidé de me présenter et que j'ai donc été élu pour 3 ans comme représentant de l'industrie privée de la sécurité Europe, Royaume-Uni. De sorte que je peux, à mon niveau, m'engager à servir les intérêts du collectif et promouvoir cette gouvernance qui est aujourd'hui essentielle. Pour que tout le monde puisse avoir la parole, j'ai juste une question. Comment on réagit les responsables politiques ou administratifs français à votre démarche, puisque la France, en tant que nation, n'y adhère pas, mais vous, entreprise française, vous y adhérez. Est-ce que vous avez eu des échanges avec je pense à des parlementaires, à des députés, sénateurs ou des élus locaux, quand ils ont vu qu'une entreprise de la région Rhône-Alpes adhérait à ce code de conduite? Je suis pas un homme de langue de bois, alors je vais vous dire que je n'attendais pas un retour phénoménal des institutions ou des organismes associatifs de mon pays. Je n'ai pas trouvé que cela avait eu un écho formidable. Une des conditions pour être membre certifié ICOCA est d'avoir une certification soit anglo-saxonne, soit ISO. Cette certification ISO, aujourd'hui, la 18788, qui contribue… 187-88 pour ceux qui ne connaissent pas. 188 et contribue à la promotion d'un système de management des opérations sur lequel les entreprises s'engagent sur toute une chaîne procédurale qui garantit à nos clients le respect des normes et des standards certainement, mais aussi la prise en compte de leurs besoins jusqu'à la réalisation de la mission. Aujourd'hui, il y a trois entreprises françaises qui ont fait l'effort de faire cette norme ISO qui est nécessaire aujourd'hui pour contracter dans les appels d'offres internationaux. Là aussi, je n'ai pas vu un appétit féroce des entreprises et des donneurs d'ordre pour aller contracter des entreprises qui s'engagent sur ces standards-là. Mais nul n'est prophète en son pays et tout ça est un processus qui prend un petit peu de temps. D'accord. Donc, on l'a entendu, pour l'instant, peu d'écho en France. Il y a un autre combat aussi en France qui est important, c'est celui des femmes et de la place des femmes dans la sécurité. Et j'aimerais maintenant, Alexandra Le Gall, si vous en êtes d'accord, échanger un peu avec vous. Donc, David disait qu'effectivement, il y avait une nécessité de mettre des normes éthiques et de responsabilité. Et dans la responsabilité, il y a aussi l'égalité hommes-femmes aussi dans les entreprises de sécurité et de sûreté. Vous êtes délégué régional du club de sécurité des femmes de la sûreté, de la sécurité et du numérique, Alexandra Le Gall. Vous êtes dans une grande entreprise. Vous êtes aussi formatrice au sein de l'Agrépi. Je crois que ce sont les ingénieurs de la sécurité que vous formez. Et donc, vous êtes, c'est votre cheval de bataille. Donc, David parlait de l'éthique et de la responsabilité. Vous, votre cheval de bataille, c'est la place des femmes, mais non pas comme des cautions ou comme des faire-valoir. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Et pareil, David a prêché dans le désert pour essayer de convaincre les élus français de l'intérêt d'ICOCA. Il me semble que vous aussi, vous prêchez un petit peu dans le désert, ou peut-être de moins en moins, sur la place des femmes dans la sécurité. Vous pouvez nous en dire quelques mots, s'il vous plaît? Alexandra Le Gall, donc responsable sûreté sécurité d'une grande entreprise française que je ne citerai pas, puisque ce n'est pas avec cette casquette que vous venez aujourd'hui témoigner. Bonjour Alexandra. Bonjour à tous. Alors, je vais commencer par vous expliquer pourquoi je porte un masque. Je suis actuellement à mon bureau
dans l'enceinte de cette grande entreprise qu'on ne peut pas citer, où le port du masque est obligatoire en permanence, y compris lorsqu'on est seul dans son bureau, et ayant des responsabilités en tant que chargé de santé, sécurité et sûreté, il est évidemment de mon devoir, même devant une caméra, de conserver mon masque, d'autant plus que normalement, nous sommes passés en zone rouge, ce qui veut dire que le télétravail est devenu la norme et que le travail à notre bureau est une exception. Donc, pour vous donner une idée, dans le bâtiment dans lequel je travaille aujourd'hui, auquel je suis aujourd'hui, nous sommes normalement 250 et je pense avoir rencontré une quinzaine de personnes depuis le début de la journée. Et sans doute beaucoup de femmes parce qu'elles sont courageuses, c'est ça? Alors, et non, pas trop de femmes parce que les gens qui sont présents dans nos locaux, ce sont des gens plutôt techniques qui ont des obligations de présence pour des raisons notamment informatiques, de sûreté réseau, sûreté cybersécurité, etc. Et que dans ces métiers du numérique, et c'est pour ça que le club les a intégrés, comme dans les métiers de la santé, sécurité et de la sûreté, on a peu de femmes. Et pourtant, quand on regarde les statistiques, en tout cas les statistiques françaises, les femmes ne sont pas moins bonnes en mathématiques, ne sont pas moins bonnes en physique, donc peuvent largement devenir ingénieurs, ça ne pose aucun problème. Et pour autant, on a un plafond de verre en France et on a peu de femmes qui viennent jusque-là. Cependant, alors vous ne me voyez pas, c'est ça? C'est pas grave, l'image est fixée, mais on vous voit avec votre masque. Non, juste, je vous ai lu avec intérêt. Là, vous avez participé à la contribution territoriale du continuum de sécurité. On donnera aussi les références en fin de webinaire. Et dans cet ouvrage qui recueille 23 témoignages d'acteurs régionaux, vous êtes dans la région Rhône-Alpes, j'ai lu avec intérêt votre témoignage et souvent vous faites référence au fait que les femmes n'ont pas la place qu'elles mériteraient dans la sécurité. Mais j'allais dire, c'est presque un peu de leur faute. En vous lisant, on a l'impression que c'est parce qu'elles n'osent pas et que la barrière, elle est chez elles, elle s'auto, j'allais dire, c'est elles qui s'empêchent d'imaginer qu'elles ont leur place. C'est un peu ça. Pour moi, il y a deux choses. Il y a effectivement le fait que quand je parle de mon métier à des filles, puisque ça fait partie de nos volontés au club des femmes, des missions du club avec Capital Filles. Donc on va dans les lycées, et on explique nos métiers, et on explique notre parcours. Beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes filles nous disent on ne savait même pas que ce métier existait déjà. Et en plus, quand on parle de sécurité, l'image qui est renvoyée, c'est soit celle dont parlait David, un peu sulfureuse suite à ce qui s'est passé il y a quelques années, soit alors le gardien qui est au supermarché ou qui appuie sur les boutons et qui fait de l'extinction incendie. Sauf que la sécurité, c'est pas ça. En tout cas, ça n'est pas que ça, qu'on a largement notre place. Aujourd'hui, dans le groupe dans lequel je travaille, je suis dans une des filiales où on est 60 000, donc ce qui représente quand même une grosse entreprise française. Voilà. Il y a pleine d'énergie. Une entreprise qui a beaucoup d'énergie. C'est ça. Dans l'équipe restreinte de direction, nous sommes 15. Il y a la moitié de femmes. C'est la volonté de notre chef de service qui a fait qu'on est aussi nombreuses. Parce que sur les deux autres business units, ce n'est pas le cas. Et pourtant, on est quand même dans la même entreprise qui a un label diversité, qui a un label éthique, qui a une charte éthique que vous retrouvez dans la plupart des grands groupes, qui est certifié EcoVadis, donc qui forcément en RSE est très poussé. Pour autant, on a très très peu de femmes qui sont en haute responsabilité, même si c'était le cas il n'y a pas très très longtemps encore. Quand on discute avec les jeunes filles, souvent elles me disent mais pourquoi je pourrais le faire? Ben, si moi j'ai réussi, n'importe qui peut le faire. Je suis pas meilleure qu'une autre. J'ai pas des capacités spécifiques. C'est juste que j'ai fait un choix au départ dans ma carrière, enfin même lors de mes études, j'ai fait un choix d'une formation technique. Alors j'étais la seule. Quand j'ai fait mes études, on était 2 femmes, dont une qui est aujourd'hui au Sénégal, qui était sénégalaise. Et pour autant, sur les 18 promotions qui ont existé de cette école tant que l'école existait, il y a eu 3 femmes.
D'accord. Donc vous pensez que le frein, effectivement, il faut d'abord commencer par rassurer les femmes et leur dire qu'elles ont leur place. On a entendu les hommes disant qu'elles avaient aussi leur place. Jamie et puis David donc sont favorables à cette responsabilité sociale, sociétale de l'entreprise et ça passe par là. J'aimerais maintenant qu'on donne la parole. Alors je finirai avec vous, Nathalie, parce que votre témoignage aussi viendra contribuer à ce qu'on a dit tout à l'heure, mais Tanguy, ça serait intéressant. Juste avant, pour ceux qui ne vous voient pas, votre nom c'est Alexandra Legal. LE plus loin GA2L parce que j'ai vu dans le chat on me dit qu'on ne vous voit pas, donc Alexandra Legal, mais on donnera ICOCA donnera les noms et les fonctions de chacun des participants à la fin. Donc j'ai noté les références avec le continuum, on vous enverra pour que vous puissiez télécharger l'ouvrage dans lequel Alexandra, David ou Jamie témoignent. On vous donnera aussi le document de Montreux et puis le nom et les fonctions des différents panélistes. Merci en tout cas de nous suivre. On poursuit notre panorama. Donc, on a découvert ICOCA pour certains, David, une entreprise française qui adhère et qui explique que c'est quand même pas facile, mais petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et Alexandra qui nous dit combien les femmes ont leur place dans la sécurité et puis peut-être la responsabilité sociale, sociétale des entreprises commence par les accepter sans distinction et en faisant confiance. Mais on verra que certaines, à la force du poignet, ils sont arrivés. Je pense à Nathalie Féline qui témoignera ensuite. On va faire un petit saut là plutôt dans l'espace. On va se projeter au sud, au Nigeria. Tanguy Ménager, vous êtes directeur général de Geos Nigeria, qui est une filiale du groupe Geos que beaucoup connaissent en France, une des grandes entreprises dont parlait David tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez déjà nous expliquer rapidement ce que vous faites là-bas, la présence de Geos, quelles sont vos activités en sûreté et en sécurité, où vous intervenez? Est-ce que c'est du maritime? Est-ce que c'est du terrestre? Est-ce que c'est de la sécurité de sites, de personnes? Vous nous expliquerez ça rapidement. Et puis j'aimerais après qu'on parle d'éthique, parce que là, pour le coup, c'est concret. Vous êtes sur le terrain, vous avez recruté des gens, vous avez des contrats honorés, vous avez des relations avec des autorités sur place. Comment ça se passe? Et puis, on viendra ensuite sur une autre problématique qui est souvent évoquée. Quelles sont vos relations avec la maison mère Geos en France? On peut avoir l'image de quelqu'un qui est un peu seul, au bout du monde, autonome. Non, vous avez des comptes à rendre à votre entreprise. Expliquez-nous tout ça. Alors, donc, Geos Nigeria, c'est combien de personnes et quelles sont vos missions? Merci en tout cas de prendre un peu de temps avec nous. Et puis, juste en préambule, quel temps il fait chez vous là? Faites-nous un peu rêver parce que là, c'est quand même l'automne européen est un peu tristounet. Bon, tout d'abord, pour me présenter rapidement, je suis un produit du civil. Mes origines scolaires, c'est école de commerce avec beaucoup d'international. Et je le dis parce que quelquefois on se pose la question sur la présence des femmes dans notre milieu. Eh bien, quelle est la présence d'un civil comme moi-même dans le milieu de la sûreté? Donc vous n'êtes pas un ancien militaire reconverti comme on pourrait l'imaginer. Je ne suis pas un ancien des forces spéciales et je n'ai aucun complexe sur cette question-là. J'ai acquis une expertise pendant mes années à l'international. J'ai habité plus de 10 ans en Asie et je travaille au Nigeria depuis 13 ans. Et depuis 10 ans, je travaille en fait pour Geos au Nigeria. Et moi-même, j'ai intervenu comme security manager avant de devenir un jour responsable d'une équipe et de déployer une entreprise dans le pays, avec plusieurs bureaux dans le pays. Ça, c'est pour ma partie personnelle. Geos au Nigeria, comme d'autres sociétés d'ailleurs de sécurité, d'autres sociétés françaises qui y sont, nous intervenons, nous sommes des prestataires de sécurité, nous accompagnons donc nos clients dans leur déploiement, dans leur développement commercial. En tout cas, on assure en tant que support sécurité qu'il n'y ait pas de problème dans leur déploiement. Alors, dans notre cas, si vous voulez, on a une expertise dans la sécurité maritime, on a une expertise dans tout ce qui est accompagnement et escorte, donc des choses assez basiques. Mais il faut se déplacer et dans ces pays-là, se déplacer peut être un risque et donc on a notre part dans cette partie-là. Vous avez combien d'employés? Vous avez combien d'employés? Alors, aujourd'hui, nous sommes autour d'environ 50 personnes. Nous sommes redevenus plus local que nous étions. Il y a quelques années, le secteur pétrole et en partie maritime a fait que nous avions une cinquantaine d'expatriés, dont 30 en mer.
parce que nous suivons en fait la tendance économique, c'est-à-dire quand les affaires vont bien et quand les affaires se développent, nous nous développons à partir du moment où on rend le service attendu par le client. Et si les clients, et c'est le cas depuis 2015, est en perte de vitesse sur ces projets, eh bien nous-mêmes aussi nous revoyons notre façon de travailler. Par contre, c'est intéressant d'en parler parce que j'ai beaucoup évalué en 13 ans de temps. Je dois dire que malheureusement, je fais mon mea culpa, il m'a fallu quelques années pour commencer à comprendre le Nigeria, qui est un pays subtil. C'est-à-dire c'est un pays complexe. Il y a 200 millions d'habitants, vous avez 50% de chrétiens, 50% de musulmans, vous avez plus de 250 tribus, des traditions et des cultures qu'il faut connaître pour travailler avec l'humain. Voilà, il y a le facteur humain qui est très important, donc nous, on doit en prendre compte. Donc, je reviens quand même sur la partie prestation, donc du conseil classique, c'est les audits, c'est les risques assessment, c'est des rédactions de procédures. Après, c'est la protection de site, c'est surtout du management. Voilà. Et dans le management, il y a encore les hommes, c'est-à-dire c'est du management qui est organisé avec des security managers qui ont des origines étrangères, éventuellement, mais pas seulement. Il y a aussi des Nigérians qui sont security managers ou security officers, qui sont des anciens de la Navy ou de l'armée avec lesquels nous travaillons. Et ça se passe d'ailleurs bien. Voilà. Ça, c'est pour le côté un petit peu présentation de nos services. La subtilité du Nigeria, c'est important parce que nous sommes des gens de terrain. C'est-à-dire que en fait, on est dans un pays, comme je vous le disais, complexe, où il se passe beaucoup de choses. Alors, vous avez différents types de risques. Il y a des risques au niveau pays, et vous avez des risques au niveau entreprise, et après des risques au niveau individuel. Donc, toute la question pour les entreprises, c'est de connaître son contexte. C'est-à-dire, à partir du moment où on connaît le contexte, on connaît les risques, c'est à partir de ce moment-là, alors bien sûr, il faut faire acte d'humilité, parce que chaque pays a ses subtilités, et il faut prendre du renseignement auprès des gens qui ont un peu d'expérience. Alors, certes, nous, on en a, mais d'autres en ont aussi. D'ailleurs, c'est pour ça que la meilleure recommandation qu'on puisse dire à un client qui veut s'installer dans un pays pareil, c'est qu'il fasse un peu son tour d'horizon pour prendre du renseignement auprès des gens et surtout qu'ils parlent de leurs problèmes. Parce qu'on a tendance à parler, évidemment, de ce qui marche bien, mais on ne va pas parler de nos verrues, parce que les verrues, on préfère les cacher. Voilà. Alors, au moins, on peut en parler, je dirais, un peu comme on va voir un médecin, ça reste entre nous. Parlez-nous de vos problèmes. Et c'est important de faire une liste des problèmes, comme ça, on peut anticiper. La notion d'anticipation, pour moi, est capitale. Ok, j'ai entendu. Alors, il y a Jamy qui voulait réagir, en fait, sur la perception qu'on peut avoir, parce qu'effectivement, regardez, lorsque vous êtes présenté, vous avez tout de suite dû vous justifier en expliquant que vous n'étiez pas un ancien militaire, que vous n'étiez pas des forces spéciales. Souvent, je ne vais pas vous choquer en vous disant le mot qui va arriver tout de suite si vous parlez avec un journaliste, il va vous dire oui, c'est un ancien barbouze ou il y a quelque chose d'opaque. Donc, c'est très important de réfléchir aussi et de se dire les choses sur la perception qu'on peut avoir des entreprises comme la vôtre. Jamy, vous vouliez intervenir là-dessus parce que très souvent, il y a des débats, il y en a eu récemment sur Arte ou d'autres, où à chaque fois, on associe l'image de ces entreprises, alors que vous êtes vraiment dans une démarche d'entrepreneur, on l'a entendu, vous avez du personnel local, vous écoutez vos clients, vous répondez à leurs demandes, vous l'avez dit, vous associez au développement commercial, donc on vous sent entrepreneur dans votre démarche, loin de l'image qu'on peut avoir des sociétés militaires privées d'il y a quelques années. Jamy, c'est peut-être aussi votre travail et EcoCat de travailler sur la perception et l'image de ces entreprises comme Geos, par exemple, au Nigeria. Oui, très très rapidement. Ce n'est pas pour interrompre Tanguy, loin de ça, mais c'est juste pour peut-être renforcer cette perception, cette mauvaise perception qu'on voit chaque fois qu'il y a un débat ou une discussion sur les entreprises de sécurité. Et cette distinction entre les militaires d'un côté et la sécurité de l'autre, et le fait que ces jours-ci, ces entreprises de sécurité qui sont un petit peu le sujet de notre discussion aujourd'hui, sont des entreprises, c'est des entités de business. Donc, il ne faut pas oublier ça non plus, c'est du commercial. Beaucoup. Donc, même cette distinction que Tanguy a fait étant civil, moi-même, je suis civil, pas sécurité ni militaire, mais c'est là le débat qui se pose. C'est comment rejoindre ce débat d'une façon beaucoup plus commerciale en termes de standards et moins regarder un petit peu la discussion sur Blackwater, le groupe Wagner en Mozambique, etc. Sortir de tout ça. Et même chose sur le point de Alessandra, sur l'aspect et l'intégration des femmes.
dans ces entreprises de sécurité, c'est un petit peu à cause de cette historique un peu trop militaire, un peu trop sécurité, un peu trop force armée, qu'on a vu ce manquement dans pas mal d'entreprises de sécurité, s'agissant de cette diversité, de cet équilibre entre les genres. Donc c'est juste pour rajouter un petit élément à ce que disait Tanguy, un point qui était très fort de son côté. Oui, peut-être que Tanguy, si j'entends ce que vous dites, c'est que vous inscrivez vraiment comme des accompagnateurs, des facilitateurs de business quelque part. Et c'est ça votre métier. Si Absolument. Oui, nous sommes des accompagnateurs au développement. Voilà, nous mettons tout en œuvre pour qu'une affaire soit faisable. Nous faisons, à mon avis, l'inverse de ce qu'il faudrait faire, c'est de tout interdire. Nous, la réflexion que nous avons, c'est comment on peut le faire. Voilà. Pour revenir sur le background des gens, nous travaillons, enfin moi, je suis un fervent de la complémentarité. C'est-à-dire que nous avons tous, les uns les autres, des expériences du passé et des expériences du présent. Et c'est pour ça que nous sommes forts, c'est quand on travaille en équipe. Il est vrai que quand je suis arrivé au Nigeria, il y a 13 ans, j'étais très prudent dans mes relations humaines avec des gens que je ne connaissais pas, c'était les Nigérians. Pour m'apercevoir un jour que j'avais tort, où je n'avais pas encore l'expérience, et je me suis aperçu que justement, travaillant avec des locaux plus que je ne faisais, ça me permettait d'entendre, de comprendre, de voir des choses que je ne pouvais pas en tant qu'étranger. On ne peut pas remplacer des expériences de vie qu'on a eues dans une maison avec un père et une mère, dans un pays qui n'est pas le nôtre. Donc, on a besoin de ces gens-là, au même titre que dans mes équipes, quand on a une réflexion sur un projet pour un gros client, et nous travaillons avec énormément d'entreprises. Vous pouvez les citer pour qu'on se projette un peu non. plus? Alors, non, ce que je peux dire, c'est que nous travaillons avec des entreprises allemandes, suisses, françaises, japonaises, ce sont les tops avec lesquels nous travaillons. Nous travaillons exclusivement avec des entreprises. Alors, il y a une raison, et pourquoi les entreprises et pas avec le public au Nigeria, nous ne voulons pas courir le risque d'être dans l'illégalité, excusez-moi de le dire, d'être dans l'illégalité ou de ne pas être payé. Alors, c'est simple. Nous sommes effectivement dans le domaine de la sécurité, nous sommes quand même des marchands, c'est-à-dire on fait du business, certes, et nous devons travailler avec des gens qui sont capables de nous payer. On ne veut pas rentrer dans des zones grises que nous ne souhaitons pas faire parce que ce n'est pas notre état d'esprit. Voilà. Juste une question avant de donner la parole à Nathalie Féline. Est-ce que Tanguy Ménager, donc directeur général de GEOS Nigeria, je le rappelle à ceux qui nous rejoindraient actuellement, est-ce que la réponse à toutes ces problématiques, ça ne serait pas que votre maison mère ou que les maisons mères européennes, françaises, adhèrent au code de conduite et comme ça permet de mettre tout le monde sur le même plan. C'est-à-dire qu'une entreprise, pour pouvoir offrir des prestations de sécurité, doit répondre à des normes et des standards. Au moins, on est sûr d'être dans les clous, si je puis dire cette expression, et du coup, de ne pas être dans l'illégalité. Parce qu'aujourd'hui, c'est à votre discrétion, vous, directeur local, vous y mettez de l'éthique et parce que vous avez ce sens-là, mais peut-être que tout le monde ne l'aura pas. Et est-ce que la solution, ça ne serait pas qu'il y ait une norme, un standard international imposé à toutes les entreprises? Alors, le code de conduite est intéressant, certes, comme je dirais de l'ISO 9001, c'est un cadre, c'est un outil de management, ce sont des directives générales, c'est intéressant. D'ailleurs, nous sommes déjà, entre guillemets, par rapport à certains clients, il y a des demandes qui vont déjà dans ce sens-là. Ce n'est pas le cas de tous les clients, hein, bien entendu. Mais nous, ça nous intéresse en tant que cadre. Par contre, il ne faut pas que le cadre soit asphyxiant. C'est important, asphyxiant, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il soit non plus trop administratif. Vous comprenez, quand nous répondons à un appel d'offres, on nous demande un certain nombre de documents. En général, on peut toujours les fournir, mais il ne faut pas que nous sommes quand même des entreprises de terrain. Nous sommes dans des contextes exceptionnellement compliqués par moment. Là, on était à la limite d'une évacuation générale il y a 2 semaines à cause des violences, des pillages et des actes de vandalisme qu'il y a eu dans le pays et en particulier sur Lagos. Nous étions à la limite. Et là, vous imaginez bien qu'on est loin de tous ces ISO, de tout. Tous les plans sûreté, les procédures d'évacuation en 100 pages, on les met de côté et on va sur les éléments les principaux. Est-ce que j'ai un bateau?
avec du carburant et avec un capitaine pour amener nos gens de telle entreprise, par exemple au Bénin, parce qu'au Bénin, on sait qu'il n'y aura pas de problème de visa, qu'il n'y aura pas de problème de certificat Covid, etc. Voilà. Et alors tout ça, ça doit déjà être prévu en anticipation dans un plan, mais dans la réalité, quand les choses tournent vinaigre, eh bien, c'est une autre sauce. Voilà. On sent l'homme de terrain, effectivement. Non, ce que je disais juste pour terminer, peut-être que ce code de conduite pourrait au moins être, lui, signé par l'entreprise mère. Non, mais attention, je suis totalement en faveur. D'accord. Ah oui, non, je suis totalement en faveur. Je dis juste, attention, moi je connaissais, pour avoir fait de l'accompagnement à la certification à ISO, j'ai vu beaucoup de certificats papier. D'accord. Après, et ça, oui, on y reviendra. Voilà. Pour les certificats, David Ornus nous parlait tout à l'heure de la certification 187-88, on en parlera tout à l'heure. Et puis, Jamie, vous avez entendu le message, écoutez le terrain. Une petite distinction, si je peux, juste une toute petite distinction. Je crois qu'il faut bien séparer le débat ISO, Management Systems, du contenu du code de conduite. Donc, les ISO, c'est vraiment sur le management system, sur l'opérationnel, sur l'entreprise, comment c'est géré. Et le code de conduite, c'est vraiment sur les droits humains, le droit international, comment c'est intégré, comment ces principes-là sont intégrés dans les opérations des uns et des autres. C'est-à-dire dans la culture de l'entreprise. Dans la culture. Et là, éventuellement, il n'y a aucune dérogation sur les principes sur le code de conduite, alors que les management systems, c'est quelque chose autre que les clients peuvent demander. Donc, pour nous, vraiment, c'est la demande auprès des clients que cet élément-là, les droits humains, les droits de l'homme qu'on retrouve dans le code de conduite, ça devrait s'insérer partout dans le supply chain, comme on dit. Par capillarité, que la tête puisse après irriguer toute l'entreprise. Partout, parce que les responsabilités vont du bas, par exemple avec Tanguy et avec sa compagnie et David, jusqu'aux donneurs d'ordre et au gouvernement. Donc, c'est des obligations préexistantes. Et tout ce que le code de conduite est en train de faire, c'est d'intégrer ça dans le quotidien des uns et des autres, tout en comprenant bien que dans les contextes à haut risque, il y a éventuellement des problèmes, oui, il faut prendre le bateau, c'est moins le code de conduite qu'on regarde. Mais néanmoins, il y a toujours le respect des droits humains qui doit s'insérer dans ces pratiques. Donc, c'est important que les dirigeants des entreprises en aient conscience. Comme dirait le grand président Mao, le poisson pourrit toujours par la tête. Voilà, je suis désolé de citer Mao, mais il avait lu Sun Tzu et c'était un grand stratège. Donc, c'est pour ça que je me permets de le citer. On parlait des dirigeants et je vais faire de l'écriture inclusive, des dirigeants .TES et dirigeantes avec Nathalie Féline qui est notre dernier panéliste et son témoignage n'en est pas moins important. Nathalie, peut-être certains la connaissent parce qu'elle avait été déléguée générale de Milipol à une certaine époque. C'est elle qui l'a ensuite décliné à Doha, à Singapour. Donc Nathalie est un des ambassadeurs de la sécurité sous toutes ses formes aux quatre coins du monde, tout en étant française. Et ça, c'est important parce que c'est une Française avec son point de vue qui est un peu différent des anglo-saxons. Elle y apporte aussi sa touche féminine, on verra comment. Et Nathalie est arrivée aujourd'hui à devenir présidente de Géomine, ce qui n'est pas rien. Vous allez nous expliquer en quelques mots ce que c'est que cette entreprise. Vous êtes aussi conseillère du président d'Anticipe Risque Co, me semble-t-il. Et puis, dernière casquette, alors là, ça en est 3, donc ça fait une tiare quand il y a 3 étages au chapeau. Le 3e étage de votre tiare, c'est que vous êtes à la commission sécurité du J4, là aussi, un organisme qui regroupe les entreprises de défense et de sécurité. Donc voilà, Nathalie, en 2 mots, qu'est-ce que c'est que Géomine? Votre parcours, et ça viendra donner de l'eau au moulin d'Alexandra. Ça fera plaisir aussi aux étudiantes qui nous suivent. J'ai vu que nous avions beaucoup d'étudiantes qui sont de Sciences Po Strasbourg en Master 2. Donc les filles, écoutez ce témoignage de Nathalie Féline et peut-être que ça vous donnera encore une ouverture suivante. Donc Nathalie Féline, présidente de Géomine, conseillère du président d'Anticipe Risque et puis membre de la commission sécurité du J4. La parole est à vous, chère madame. On vous entend. Je réactive mon micro. Bonjour. En effet, donc d'abord, avant de vous parler de moi, je vais juste revenir sur ce que vous avez dit, Jamie, donc David. Côté français, on a la prévention sur les textes, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas de nous dire avec la RGPD, on nous remet des couches de certification et cette prévention. C'est l'obligation de pouvoir déclarer les. Tout à fait. Rappelons voilà, peut-être ceux qui ne savent pas ce que c'est que la RGPD, oui. l'obligation de déclarer lorsque vous détenez les coordonnées de personnes.
Alors, juste pour rebondir là-dessus, après je vais parler de moi. Il y a cette prévention qui est sous l'effet et la force du poids des anglo-saxons. On nous redonne des normes, on nous remet des couches de certification et nous, Français, donc on n'est pas prêts à se redonner ce type de contraintes. Donc, il y a cette prévention. Mais ce que je voudrais dire aujourd'hui, je rejoins ce que disait David, c'est que ça fait son chemin quand même. On a conscience que maintenant, il faut revenir dans la certification. Et pour nous, la certification, en effet, Jamie, c'est souvent l'ISO. On voit les process, les audits, on est tous dans les audits d'ISO, de certification. Et donc, tout de suite, on voit de la contrainte supplémentaire. Mais aujourd'hui, au titre du J4, je le vois bien, c'est-à-dire c'est l'organisme qui regroupe les entreprises de sécurité et de défense de l'armée de terre. On y vient petit à petit, on voit bien qu'il faut rentrer dans ce schéma et l'idée fait son chemin. Deuxième point, concernant nos politiques, en effet, sans faire de langue de bois, ils ne voient pas vraiment le sujet en fait. On n'arrive pas à les accrocher, les parlementaires, voilà. Donc on est sur le terrain, le terrorisme et c'est vrai qu'il n'y a pas de prise de conscience et aussi bien au ministère de la Défense et au ministère alors encore moins au ministère de l'Intérieur, je dirais, qui est l'organisme de l'urgence, le ministère de l'urgence. C'est très difficile d'infuser ce type de démarche. Ce que nous, on fait, moi je fais au sein du J4, petit à petit on y arrive, mais c'est vraiment quelque chose qui nous... Un travail de lobbying important à faire. Oui. On a entendu ça. Nathalie, quelle est votre légitimité à faire toutes ces démarches? Parce que c'est là où, du coup, on va en revenir à vous, à votre parcours. Ouais. Comment vous faites pour aller tirer la manche d'un parlementaire? Ouais. Alors, donc, juste un mot peut-être sur ma présentation personnelle. Moi aussi, je viens du civil. Je suis une juriste de formation. Je ne suis pas tombée dans la sécurité quand j'étais petite. Et donc, j'ai pris la formation dans la sécurité. Vous êtes diplômée en droit public? Oui, j'ai 2 masters qu'on appellerait aujourd'hui des masters 2, de droit public interne et de juriste d'entreprise. Et j'ai commencé ma carrière par le logement social. Donc, et la promotion immobilière. Donc ensuite, j'ai créé une entreprise, je dis j'ai créé parce que j'ai contribué à sa création, qui s'appelle Civipol, qui vend les services du ministère de l'Intérieur à l'étranger. Et à ce titre, c'était une société d'économie mixte qui vendait les services du ministère pour former les États à, d'une part, entrer dans Schengen, dans l'Union européenne, et d'autre part, quand le terrorisme est arrivé, si je puis dire, à la fin des années 2000, on a basculé sur les programmes internationaux dédiés à la lutte contre le terrorisme, la radicalisation, sujets qui aujourd'hui sont évidemment d'actualité. Donc tout ça pour dire que moi, je ne viens pas de ce monde de la sécurité, et c'est là où je vais m'adresser, je vais prendre ma casquette de femme. C'est assez facile en fait, surtout quand on vient du privé, qu'on ne vient pas de ce monde-là, c'est assez facile de devenir un manager de la sécurité. D'accord? Ça va faire 20 ans que je travaille dans ce monde de la sécurité. Donc, 14 ans chez Civipol. J'ai été directrice générale déléguée de Civipol pendant 14 ans. J'en étais mandataire social. Ensuite, j'ai pris la direction générale déléguée de Risk & Co, qui a été cédée à Anticipe. Et donc, on a aussi une filiale en Nigeria comme Tanguy. Je dis toujours on parce que je suis toujours conseillère du président de Risk & Co Anticipe. Et je crois que Anticipe est membre de l'ICOCA. Donc, je l'ai vérifié avant de venir. Monsieur le directeur exécutif, vous confirmez? Voilà. Et Géos aussi, d'ailleurs. Ouais. Et Géos aussi, ouais. D'accord. Donc, on est en famille. Voilà, donc, on est en famille, donc société de sécurité privée dédiée à l'international. Donc, on est très sensibilisé en interne à tout ce que vous avez dit. Et donc, pour finir, je vous parle de Géomine. Pourquoi Géomine? Parce que dans l'enceinte de Risk & Co, il y avait une société qui s'appelle Géomine qui fait de la dépollution pyrotechnique. Alors, ça veut dire de la dépollution pyrotechnique, c'est en fait de la destruction, enfin du diagnostic et de la destruction de bombes, de munitions qui sont soit dans les sols, dans le terrestre ou dans le maritime. La plupart du temps, c'est lié en fait aux guerres mondiales. Donc, on le sait peu, mais en France, il y a encore, on nous dit toujours, il y a un siècle de destruction de bombes qui sont encore dans les sols français qui ont été lancés pendant la Deuxième Guerre mondiale, et on pense qu'un tiers
des bombes n'explosent pas lorsqu'elles sont lancées. Ce qui vous donne une idée, ce qu'il y a aujourd'hui à l'international, dans les endroits qui ont été bombardés récemment. Je parle évidemment de l'Irak, du Yémen, de la Syrie. Donc, c'est une activité qui, malheureusement, si je puis dire, a un certain avenir, puisqu'en fait, notre rôle est de détecter ces munitions. Donc, ça, c'est un travail très technique de terrain, la plupart du temps qui est fait par des anciens démineurs, soit de la sécurité civile, des plongeurs démineurs, en vue de les mettre à jour et de les détruire. Donc ça, c'est une première partie d'activité de Géomine. C'est une société qui est basée en France à Sifour, à côté de Toulon. Et le deuxième pan d'activité, c'est plutôt de la destruction de stocks et du démantèlement d'armes lourdes qui sont notamment au Moyen-Orient, parce qu'une arme, ça se périme et donc nous les détruisons en fait. Donc il y a un côté environnementaliste, si je puis dire, de l'entreprise. On a le sens de servir à quelque chose puisqu'on détruit des armes. Et donc, en fait, cette activité-là, c'est un point que je voudrais reprendre parce qu'on est sur la responsabilité sociétale. C'est intéressant de constater qu'en fait, même lorsqu'on va dans des pays où on pourrait détruire dans des conditions qui sont un peu dégradées par rapport à ce qu'on fait en France, on le fait dans les standards tels qu'on les ferait en France. Alors qu'on n'a pas l'obligation de le faire. Vous parlez d'un code de conduite. C'est intéressant ce que vous dites, Nathalie. Donc, ce que j'entends, c'est qu'un standard, ce n'est pas forcément une contrainte. C'est ce que je suis en train d'entendre. Exactement. Tout à fait. Comment ça se traduit? Alors, quel est l'intérêt? Et alors, à contrario, comment se fait-il que toutes les entreprises n'obéissent pas ou n'observent pas ces standards? Alors, l'intérêt, c'est que ce qui est important pour nous, et c'est aussi bien, ça va pour le milieu de la sécurité, et après on reviendra sur l'image de Barbouze et le mythe de tout ce qu'on fait, on est censé faire notamment à l'international quand on travaille de la sécurité. Mais l'intérêt, c'est la sécurité d'abord de nos salariés. Ça, c'est très important, d'accord? La sécurité des populations qui environnent. Géomine, à ce titre, quand vous manipulez de l'explos, notre ADN, c'est la sécurité, d'accord? Et c'est la responsabilité. Je suis mandataire social, donc vous imaginez bien que je ne peux pas exposer, que ce soit mes salariés, a fortiori les populations environnantes, à des problématiques. Ce que vous dites, c'est que la norme, le standard, pas la norme, mais le standard sert d'abord à protéger les membres de l'entreprise. Bien sûr. Ça, c'est la première chose. Et est-ce que je peux juste faire rebondir David Ornus? Est-ce que c'est un argument que vous avez évoqué avec les donneurs d'ordre en disant, en montrant combien vous prenez en compte, on parlait de l'égalité homme-femme, la santé de vos salariés, leurs droits, etc. Est-ce que c'est une donnée qui est importante pour eux? C'est-à-dire que si je fais appel à votre entreprise, je sais qu'au moins les droits sont d'abord respectés au sein de cette entreprise. Moi, je vais vous dire non, parce qu'aujourd'hui, de l'ensemble des clients que j'ai, leur expliquer qu'on respecte les standards et qu'on fait attention, parce que c'est nos valeurs, je ne sens pas que ça les transcende particulièrement, alors que normalement, nous avons tous, en tant que chef d'entreprise, et c'est bien cette posture-là que nous défendons aujourd'hui, une responsabilité pénale sur la sécurité de nos collaborateurs. C'est-à-dire que lorsque Geos ou Anticipe Risk & Co ou CorpGuard détachent un collaborateur ou un consultant à l'international en sécurité manager sur une intervention post-attentat, un kidnapping ou un audit, nous sommes, nous, pénalement responsables de sa sécurité. C'est-à-dire qu'il y a des standards qui doivent nous permettre de respecter le cadre de loi. Si on n'y prête pas attention, on est très vite dans une zone grise. Et j'allais dire, tant que tout va bien, tout va bien. Mais le jour où il y a un problème, c'est la grosse catastrophe. Et on fait la une des journaux ou d'une certaine presse, et patatras, c'est de nouveau les barbouzes, les histoires, et on nous ressasse des histoires qui ont 20, 30 ans, et ça tourne en boucle. C'est aussi très français, on n'a pas ce genre de réaction chez les anglo-saxons. On dit anglo-saxons, mais mes camarades ou nos co-adhérents d'ICOCA, qui sont danois ou suédois ou allemands, n'ont pas du tout cette posture. C'est assez franco-français comme posture. Aujourd'hui, moi, je ne sens pas à mon niveau, mais je n'ai pas la même taille d'entreprise que Anticipe Risk & Co ou Geos, je ne sens pas un intérêt particulier par mes clients ou donneurs d'ordre quand je leur explique qu'on respecte les conditions internationales, les standards, le document de Montreux, que nous avons des contrats de prestataires pour nos prestataires externes, que nous avons fait un processus de due diligence de tous nos consultants, qu'il y a une égalité de traitement femmes-hommes. Je ne sens pas que ça les transcende particulièrement aujourd'hui. Je vais juste reprendre la parole et je vous la donnerai après Nathalie, mais c'est à Tanguy que je voudrais poser la question. Sur le chat, on a des questions. Il y en a une qui est intéressante.
Donc, on parle depuis tout à l'heure de responsabilité sociale, sociétale. Alexandra nous a parlé de la place des femmes. Nathalie nous a parlé de la sécurité et de l'attention qu'on devait prêter aux salariés. Certains voudraient qu'on parle un petit peu du devoir de vigilance. Tanguy, est-ce que vous, lorsque vous recrutez, parce que vous recrutez des locaux ou aussi des Français, mais vous avez dit que vous recrutiez des locaux, est-ce que c'est une attention particulière que vous portez sur ce recrutement? Et justement, c'est là que pourrait s'appliquer cette obligation, cette responsabilité que vous avez de faire attention à qui vous recrutez, parce qu'il est possible que vous recrutiez des gens qui ne soient pas dignes de confiance et qui engagent votre responsabilité de leurs agissements. Est-ce que dans le recrutement local, par exemple, là, on a une application concrète de ce que pourrait vous apporter un standard? Alors, effectivement, nous sommes extrêmement vigilants, voire c'est obsessionnel, de recruter du personnel local où on est en mesure de vérifier les origines de la personne, de ce que la personne a fait, qui va bien au-delà, en fait, de sa compétence technique, de son CV. Pour nous, c'est fondamental. Et il faut savoir qu'au Nigeria, dans les CV, vous avez toujours des référents, des référis qui sont des personnes que l'on peut poursuivre au tribunal à la place de la personne que vous auriez recrutée. Et ce n'est pas par hasard. C'est pas par hasard. Et nous, on le pratique. Pour nous, c'est très important de savoir d'où vient la personne et de vérifier. Parce qu'on a un véritable autant. On a une population qui est extrêmement sympathique et nous, moi j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec les Nigérians. Ils sont très agréables et très sympathiques et ils aiment la fête et c'est très bien. Mais il y a une tendance, si vous voulez, à être très borderline, à faire des faux CV ou à les transformer. Et donc, il est impératif pour nous de faire des vérifications. Quand on recrute des anciens militaires pour des security managers, pour des anciens militaires français, ou autres pays, on a beaucoup plus de matière, si vous voulez, pour reboucler l'information. Ce qu'on appelle le due diligence. Absolument. Peut-être expliquer aux étudiants qui nous suivent ce que c'est que cette obligation que vous avez du due diligence, c'est-à-dire l'enquête d'environnement, la cartographie de l'acteur. Et dans les procédures RH que nous proposons à nos clients, nous intégrons cette due diligence. Nous l'intégrons comme une étape indispensable. Il est hors de question de recruter quelqu'un en ligne sans qu'on connaisse ses origines, sans qu'on vérifie là où elle habite et qui nous l'a recommandé. C'est impossible. D'accord. Merci beaucoup, Tanguy. Donc ça venait illustrer. Nathalie, je vous redonne la parole. On parlait donc Juste peut-être pour finir, une des questions que vous m'avez posées, c'est pourquoi d'autres ne font pas toutes ces procédures. Je voulais rebondir là-dessus parce que pourquoi? Parce que c'est un prix. Parce que c'est un prix. La qualité a un prix. Donc, lorsqu'on fait des due diligence sur ces recrutements, lorsqu'on met en place des procédures plus ou moins lourdes, que ce soit pour travailler sur la sécurité de ces personnels, la sécurité des populations, mais aussi l'environnement. Je voulais finir là-dessus. Nous, on ne fait pas n'importe quoi, c'est-à-dire on ne pétarde pas n'importe où, pardon d'employer le mot des démineurs, mais ça serait facile d'aller dans certains endroits, de pétarder dans le désert des choses, vous voyez, qui aujourd'hui, qu'on ne peut plus faire avec l'environnement. Donc, en fait, mais tout ça, c'est un prix. La qualité a un prix. J'enfonce des portes ouvertes, évidemment, en disant ce genre de choses. Pas des portes ouvertes parce que... Pour revenir par rapport aux autres entreprises, et on rejoint votre sujet, c'est qu'il y a des entreprises qui, ça, ne le font pas. Et c'est là où les donneurs d'ordre, les gouvernements, doivent acheter des prestations de services, que nous sommes des prestataires de services sérieux, habilités, certifiés, labellisés, on peut les appeler sous toute forme, d'accord? Et c'est un prix, voilà. C'est peut-être. Alors, il nous reste, Jamy, je tiens à respecter, je suis le maître du temps, passe-partout, comme on l'appelle chez nous, avant que la pièce se referme dans Fort Boyard. Il nous reste, donc on finit à 12h15, il est midi presque 5, on a encore une dizaine de minutes. J'aimerais qu'on termine un peu là-dessus et avoir votre avis aux uns et aux autres. Est-ce que, alors c'est très bien, là, depuis le début, j'allais dire, on tape un peu sur les entreprises de sécurité privée en disant mettez-vous aux normes, respectez des standards, c'est votre responsabilité, on entend ça depuis le début. Et j'ai envie de me mettre de l'autre côté, je voudrais avoir votre avis. Est-ce que ça ne commencerait pas par la responsabilité des donneurs d'ordre? Parce que si on est arrivé à certains excès, certains dérapages, c'est aussi parce que de l'autre côté,
les donneurs d'ordre, c'est-à-dire les acheteurs de ces prestations, n'ont pas été exigeants, n'ont pas fait les efforts qu'il fallait. On se rend bien compte aujourd'hui, avec les événements qui arrivent en France, par exemple, Coupe du Monde de rugby en 2023 et JO en 2024, est-ce que les donneurs d'ordre vont être prêts à mettre le prix, c'est-à-dire ne pas regarder simplement le coût? Parce que si on regarde le coût, effectivement, on va faire au mieux 10 ans et on risque de recruter des entreprises qui ne sont pas dignes de confiance, qui sous-traitent à un sous-traitant, qui lui-même sous-traite un sous-traitant, et on va perdre en qualité. C'est pareil à l'international. Donc ma question, elle est pour vous, et puis après on verra ce que disent les différents chefs d'entreprise ou responsables qui sont autour de la table. Est-ce que, Jamy, il n'y a pas un travail à faire du côté des donneurs d'ordre, c'est-à-dire des États, mais aussi des régions, des municipalités, des départements, ceux qui achètent de la prestation et qui prennent dans leurs critères pas seulement le prix, mais qui regardent aussi la responsabilité sociale, sociétale. Et Alexandra en parlait tout à l'heure avec les femmes, Nathalie en parlait avec la sécurité des salariés, et Tanguy en parlait avec le recrutement. Donc, Jamy, c'est ma question. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas faire un travail de pédagogie auprès des acheteurs? Certainement. En même temps, je crois qu'il faut qu'on soit un petit peu positif. De notre côté, il faut qu'on soit positif. Parce que si on voit même le débat qu'on a pour l'instant au niveau des entreprises de sécurité, on a déjà ce débat. On est en train de pousser pour respecter les normes et pour améliorer la performance. Le prix, le débat devrait être un petit peu changé. Ce n'est pas le prix, combien ça coûte de le faire, c'est quel serait le prix de ne pas le faire. Parce qu'on a des risques. Donc là, vous mentionnez, Jean-Baptiste, le contexte, par exemple, de la France. La majorité des entreprises avec qui nous, on travaille sont des contextes à haut risque où il y a un manquement de gouvernance, un petit peu comme le désert, comme vous mentionnez là, Nathalie. C'est off the radar, comme on dit en anglais. C'est des contextes où il y a une volatilité, il y a déjà un manquement sur le respect des droits de l'homme, il y a déjà un manque de visibilité, une opacité dans la sécurité, dans comment c'est géré dans ces pays-là. Et c'est là le problème. Et donc, les grands donneurs d'ordre, et par exemple, Tanguy mentionnait éventuellement les entreprises, ces entreprises-là ont cette responsabilité de due diligence. Et petit à petit, ce qu'on est en train de voir, vous avez fait mention au début du débat, l'élément sur la Suisse et sur les multinationales et la responsabilité. On voit les développements au niveau de l'Union européenne avec cette loi sur la due diligence. On voit le développement d'un traité potentiellement sur la responsabilité des entreprises, corporate responsibility. Et puis, on voit une pression de la part des investisseurs, des banquiers, des financiers sur tout ce qui est ESG reporting. Donc, petit à petit, on voit la vis se serrer, non seulement venant de nous et des communautés pour dire il faut améliorer les standards, mais des autres éléments pour mettre la pression sur les donneurs d'ordre. Ce que vous dites là, c'est l'illustration parfaite avec le référendum. J'ai retrouvé le document qui l'explique. Je suis allé sur le site du gouvernement fédéral suisse. Ça a commencé en 2016, l'initiative pour la responsabilité. 1er juillet, déposé par le Conseil fédéral, et la votation aura lieu le 29 novembre 2020. Peut-être qu'en fonction du résultat, ça sera un argument de plus à apporter, surtout aux entreprises qui sont en concurrence avec celles qui respectent les lois. Tanguy, est-ce que vous, et on va terminer un peu là-dessus, est-ce que c'est un handicap ou pas pour vous de respecter ces standards? Est-ce que vous êtes en concurrence avec des entreprises qui ne les respectent pas? Voilà, en un mot, parce qu'il nous reste quelques minutes. Non, c'est toujours un avantage d'avoir ces standards, puisque les grands groupes avec lesquels nous travaillons nous demandent, nous exigent en fait d'aller dans ce sens-là. Donc c'est un plus pour nous-mêmes et c'est un plus pour nos clients. Et j'adhère tout à fait à ce qui a été dit il y a quelques minutes, c'est oui, mais tout ça, ça a un coût. La qualité a un coût. Et il faut aussi que les clients soient conscients que, bon, très bien, pour nous mettre la pression pour être parfait, mais le sont-ils eux-mêmes? C'est-à-dire que le sont-ils eux-mêmes? C'est pas parce qu'ils sont gros et qu'ils ont des jolis noms qu'ils sont parfaits. Et moi, je donnerai un exemple. Des gens comme nous, la qualité, c'est quoi? C'est une escorte qui n'a pas une minute de retard. Quand des grandes entreprises et des grands groupes sont capables de vous payer 6 mois, 1 an après la prestation. Ça, c'est une réalité aussi du business. Là, c'est l'homme de terrain qui parle et effectivement, c'est une vraie illustration. Il nous reste c'est pour ça, c'est dans les deux sens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans les deux sens. C'est ensemble qu'on peut le faire, ensemble. Vous, il faut jouer le jeu et de l'autre côté, les donneurs d'ordre le jouent aussi. Alexandra, peut-être qu'il y a une des pistes qui pourrait être intéressante. J'aimerais avoir votre avis en 1 minute. Vous êtes aussi formatrice. Vous avez expliqué que vous étiez en contact avec les plus jeunes. Est-ce que ça ne commencerait pas par là? C'est-à-dire que cette nouvelle génération montante, qu'elle soit aussi exigeante, parce que les gens que vous côtoyez et que vous formez, ce sont demain les acheteurs, ce sont demain les donneurs d'ordre, ce sont demain ceux qui pourront peut-être imposer
ce point de vue. Qu'est-ce que vous en pensez, Alexandra? Alors, c'est sur de long terme, hein, j'entends. Alors, il y a deux choses. D'abord, sur le long terme, effectivement, ce serait bien qu'on puisse former les gens, mais des généralistes. Parce que nous, malheureusement, en tout cas moi, je m'adresse qu'à des spécialistes, c'est-à-dire des gens qui ont déjà fait des choix de scolarité vers la santé, la sécurité et l'environnement, donc qui ont déjà cette sensibilité. Et c'est pas ces gens-là qu'il faut aujourd'hui toucher. Ce sont les acheteurs, ce sont les grandes écoles de commerce, etc. Donc que Sciences Po, par exemple, s'empare du sujet, c'est très intéressant. Mais Sciences Po, c'est juste un petit bout. Et alors j'ai envie de dire autre chose aussi. Qu'il faut aller témoigner, vous, Nathalie, Tanguy, David, allez à Sciences Po, allez dans les grandes universités, et c'est peut-être ce petit travail lent, mais d'influence qui est important. J'entends, c'est ce que vous dites, Alexandra. C'est exactement ça. Alors ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que ça part de bien plus loin que ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, si on n'a pas cette éthique, si on n'a pas tout ça, c'est aussi parce que à l'école primaire, on n'en parle pas. Parce que, je suis désolée de vous dire ça comme ça, mais mon fils, il a 4 ans, il a les cheveux qui lui arrivent au milieu du dos, et tout le monde l'appelle mademoiselle. Voilà. Et je peux vous garantir que vu sa tenue et ce qu'il aime, il n'y a aucun doute que c'est un petit garçon. Et ça passe par là, dans un petit recueil de scolaire, on ne parle pas de santé, on ne parle pas de sécurité. Les enfants, en France en tout cas, ne font pas de secourisme. Il n'y a pas cette bienveillance et du coup, ça, à mon avis, ça commence par là. Et puis il y a une deuxième chose que j'ai envie de dire, la France, c'est la championne du monde des textes. On a plein de textes, on a plein de règles, on a plein de lois. Avant de nous mettre un nouveau standard, je pense que ce qui serait pas mal, c'est qu'on applique tous ceux qu'on a déjà, parce qu'ils sont déjà très très proches de cela. Et je vais vous donner un exemple très clair, c'est les usines Céveso. Ce sont des grosses usines environnementales en France qui sont classées seuil haut. Elles ont l'obligation de faire travailler des sous-traitants certifiés en matière de santé, sécurité, environnement. C'est la loi, c'est écrit dans le texte. Pour autant, nous le sommes, nous travaillons pour ces grandes entreprises, pour ces grands groupes, et comme l'a dit Tanguy, les acheteurs, ils ne vont pas forcément prendre ceux qui sont certifiés, parce qu'effectivement, la certification a un coût. Et dans cette certification, il y a aussi la sûreté. J'ai entendu. Ce que vous dites, c'est il faut de la pédagogie, et deux, il faut déjà qu'on applique les normes et les lois. À propos de lois, normes, Nathalie, vous voulez réagir peut-être sur la loi sur la vigilance? Non, ce n'était pas concernant les lois, les normes, je crois qu'on a. Je voulais juste dire, je crois qu'il y a beaucoup de jeunes femmes sur le message, et je n'ai pas fini sur mon couplet femmes. Je ne veux pas être misogyne, après on va m'accuser. Non, ce que je voulais juste dire, c'est à ces jeunes femmes, ne doutez de rien. C'est-à-dire, le problème, entre guillemets, il vient de vous. Moi, j'ai jamais eu aucun problème. Encore une fois, je n'en viens pas, je n'aime pas de la sécurité. Je travaille maintenant depuis 20 ans, j'ai 50 ans, donc je suis dans ce monde-là depuis une vingtaine d'années. En fait, on peut vraiment, c'est pas un vrai, c'est terrible à dire parce que les femmes nient souvent leur propre, ce problème-là. Ça n'a jamais été un problème pour moi. La directrice, pour rester sur Géomine, la directrice générale de Géomine, Éléonore Forger, ma directrice générale déléguée, est une jeune femme, elle a 35 ans. On est 3 femmes dirigeantes chez Géomine, on est une cinquantaine, les restes, c'est que des plongeurs, des mineurs ou des experts. Donc, ce n'est pas un sujet, si je puis dire, c'est terrible à dire, c'est facile de le dire quand on est une femme dirigeante. Donc, pas de victimisation, on a entendu. Pas de victimisation, allez-y. C'est possible. Voilà. C'est possible, je suis d'accord, c'est possible. Yes, Aïkan. David voudrait réagir et puis après, je donnerai le mot. Merci Alexandra et Nathalie. Moi, je veux dire à toutes les jeunes femmes qui nous écoutent, ici, moi, j'ai 3 collaboratrices en back-office. Bien sûr, sur le terrain, j'ai plutôt des profils opérationnels, mais pas que, puisque sur des prestations d'accompagnement de personnes, de dirigeants de haut niveau, on a des femmes qui travaillent. Les femmes apportent quelque chose de totalement différent en termes de relations interpersonnelles, de capacité d'analyse et d'écoute. Voilà, donc comme Nathalie et comme Alexandra, n'ayez pas le complexe de l'imposteur. Voilà, on peut venir d'un cursus civil pur jus et avoir de grandes ambitions et de grandes satisfactions à travailler dans le secteur de la sûreté et de la sécurité. Et je veux vraiment que vous en soyez sûrs. Je reçois beaucoup de CV régulièrement. J'essaie moi aussi, quand je peux, de répondre un peu à tout le monde ou d'orienter. Et femmes et hommes, n'hésitez pas. Et les femmes sont quand même, je le vois, elles sont très dynamiques. J'ai toujours beaucoup de CV et de sollicitations des jeunes filles. Donc surtout, voilà, continuez.
Bon, une note d'espérance. Pour finir, Jamie, je vous laisse conclure. On m'a posé beaucoup de questions sur le chat sur la loi sur le devoir de vigilance. Est-ce que vous voulez y apporter un petit mot? Et puis, je vous laisserai conclure là-dessus. Merci à tous nos panélistes. Tanguy, qui était au Nigeria, qui nous a apporté cette expérience de terrain. Je l'ai entendu et vous avez bien expliqué ce que c'était que le due diligence et l'importance de connaître les salariés avec lesquels vous travaillez. David, vous nous avez parlé aussi de la responsabilité que vous aviez vis-à-vis de vos salariés et de la difficulté que vous avez de convaincre les décideurs français. Alexandra, on a entendu la pédagogie. Il faut petit à petit que tout le monde prenne conscience de ça. Et puis Nathalie, note d'espoir. Yes, I can, dit-elle. Une femme qui réussit. De toute façon, on n'a pas fini de vous voir parce qu'après Géomine, après le J4, après Millipol, vous avez sûrement encore d'autres choses qui arrivent dans l'avenir. Merci à tous. Je laisse le mot de la fin à Jamie Williamson, qui était l'organisateur, directeur exécutif de ICOCA. Je pense qu'on a tous compris l'importance de ce standard. Et vous vouliez, pour terminer, Jamie, dire un petit mot sur la loi sur le devoir de vigilance. Et ça viendra conclure tout ça et montrer que le webinaire d'aujourd'hui était vraiment ancré au cœur de l'actualité. On vous envoie tous les liens. J'ai essayé de vous les envoyer sur le chat. Donc, le livre auquel a participé Alexandra, Jamie, David, c'est continuum-sécurité.fr, le document de Montreux, et puis n'hésitez pas à aller sur le site de ICOCA et vous y verrez tous les documents de référence et les fonctions des uns des autres. Merci de nous avoir suivis. Le mot de la fin à Jamie, au sujet de la reine, à tout seigneur, tout honneur, dear. Je vais dire très peu. Juste en guise de conclusion. Déjà, primo, merci à tout le monde pour ce webinaire. Mais un petit point pour revenir sur ce qu'avait dit un petit peu, je crois que tout le monde peut revenir sur ce qu'avait dit en particulier Alexandra. Il n'y a rien de nouveau dans le code de conduite. Le contenu de ce code, c'est juste une réflexion de ce qui existe déjà en termes d'obligations de droits humains, droits humanitaires. Tout ce que le code de conduite fait, c'est qu'on met ça dans un document et ça s'applique directement aux entreprises de sécurité. Donc, c'est un outil spécifiquement pour les entreprises de sécurité et ceux qui sont à la table ici virtuellement font témoignage du fait que ça peut apporter des bénéfices de mettre en place des procédures, etc. pour bien intégrer ces codes de conduite. Le challenge, c'est pas le manquement de cadre juridique. Le challenge, comme vous avez bien tous repris, c'est la mise en œuvre et l'application. Et c'est clair en termes de responsabilité des autorités nationales dans différents pays pour s'assurer qu'il y a cette mise en œuvre et cette vigilance est primordiale. Mais deuxièmement, que vous avez aussi tous bien mentionné, les donneurs d'ordre. Trop souvent, ils prêtent très peu d'attention sur ces obligations de droits de l'homme, sur le contenu de la code de conduite et sur comment ils devraient bien gérer ou choisir leurs compagnies et les entreprises de sécurité. Et la faute se trouve là. Et à un certain moment, on va voir des problèmes. À un certain moment, il y aura un scandale. Mais au moins, j'espère que ceux qui sont déjà autour de la table de l'association peuvent dire « Nous, on est en train de faire notre mieux pour prévenir ces éléments, pour s'assurer qu'on met en place les choses nécessaires. » Est-ce qu'on retiendra? Il est midi et quart, Jamie. On est arrivé au bout du temps qui m'était imparti. On retiendra ça. Responsabilité des entreprises, on l'a entendu à travers les différents témoignages et les dirigeants que vous êtes, mais aussi responsabilité des donneurs d'ordre, des acheteurs. La sécurité a un prix, elle a aussi un coût, donc il faut qu'ils prennent ça en compte. Merci à tous, bon courage. Tanguy, on vous envie parce que vous devez être au soleil. Voilà. Nous sommes tous dans la brume. C'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Chacun son tour. Merci à tous. Nathalie, Alexandra, Jamie, David et Tanguy. À très bientôt. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir.